Bon, pour aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter, c'est exceptionnel. Mais il n'y aura que du bon, voire du très bon et du méga bon. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture uniquement consacré au graphique. Parce qu'encore une fois, j'en ai lu pas mal et que la pile est quand même assez conséquente. Moins que la dernière fois, mais voilà, c'est une bonne petite pile. Et autant vous dire que pour ce point lecture, je n'ai pratiquement que du bon, du très bon. Ouais, voilà, les dernières lectures que j'ai fait au niveau des graphiques, franchement, j'y ai trouvé mon compte, mon bonheur, parce que j'ai aimé absolument tout ce que j'ai lu. J'ai eu des coups de cœur, des sagas que j'aime beaucoup, des découvertes, et voilà, c'est que du bon. Donc je vais arrêter de m'extasier et on va commencer tout de suite. Je commence par le manga Ayanashi que j'ai terminé en lisant les tomes 3 et 4. Oui, le manga se termine en 4 tomes et c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas grave, j'aurais aimé en avoir un peu plus, mais voilà, ça aurait mérité plus parce que l'univers était plutôt cool, les personnages étaient plutôt cool. L'intrigue qui se développe aurait mérité beaucoup plus. C'est vraiment dommage. Vraiment, j'aurais aimé en avoir plus. Je sais pas pourquoi il l'a arrêté, peut-être parce que ça marchait pas assez bien, enfin... C'est pas grave, tant pis, on fera avec, hein. On espère quand même qu'il y aura une suite un jour. Bref, donc ici, pour rapidement vous faire le speech de départ, on est dans un monde post-apocalyptique, on sait qu'il y a eu une catastrophe, on nous l'évoque plus ou moins. Du coup, depuis, il fait nuit noire sur Terre, H24, 7 jours sur 7, année après année, le jour ne se lève plus. Malheureusement, avec cette catastrophe, sont aussi apparues des créatures nommées les Oni, qui tuent les humains, mais encore pire, il suffit qu'ils vous touchent, vous frôlent même, et vous pourrissez vivant sur place. N'est-ce pas que c'est beau tout cela? Je vous avoue que j'aimerais pas en voir un, vraiment, hein. Ça doit être horrible. Bref, du coup les humains se sont plus ou moins réfugiés sous terre dans des cavernes, et ils sont également protégés par des Ayanashi qui eux sont spécialisés dans la destruction justement des Oni, puisque les Oni sont extrêmement compliqués à tuer, c'est extrêmement difficile, donc les Ayanashi sont spécialisés dans ce domaine, et on va suivre donc Holo qui lui-même est un Ayanashi, il est très connu, apparemment c'est l'un des meilleurs de tous, bref, c'est un super Ayanashi, sauf que lui n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver un homme qu'il surnomme le Borgne pour se venger, puisque ce Borgne a tué son frère. Je ne vous en dis pas plus au niveau du résumé, puisque ce n'est que le premier tome, et je vous avoue que... ouais, j'ai pris mon pied quand même, c'était vraiment sympathique. Le premier tome, c'est vraiment un tome d'introduction, l'intrigue commence à vraiment se poser au tome 2, et au tome 3, on commence à avoir des réponses, et au tome 4, si vous voulez, on a vraiment les réponses aux questions, et donc au dénouement, si vous voulez, de l'intrigue. Alors, j'ai beaucoup aimé le personnage de Holo parce que c'est un personnage qui va beaucoup évoluer au fur et à mesure des tomes, qui va rencontrer des personnages, qui est un personnage lui-même assez particulier, et j'ai trouvé que c'était une bonne évolution. Ça ne m'a pas paru vraiment précipité, je trouve que son évolution c'est une bonne évolution. Il rencontre plein de personnages, des personnages secondaires qui ont plus ou moins leur importance, qui apparaissent pareil au fur et à mesure, donc il y a déjà pas mal de personnages dans ces 4 premiers tomes. C'était plutôt cool, voilà, les personnages étaient sympas, il y en a qui sont très comiques, d'autres qui sont trop sérieux, bon bref, on a vraiment le côté drôle, le côté plus sérieux, et j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Au niveau de l'intrigue, je trouve qu'elle est très bien construite, et c'est très bien fait au niveau des 4 tomes, parce que ça aurait pu être très précipité, du genre avoir toutes les réponses à la fin du 4e tome. Non, là c'est vraiment bien étalé, je trouve, de façon... très bien faite sur tout le long de la saga, et j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Maintenant, l'intrigue est plus complexe qu'il n'y paraît au départ, ça devient vite autre chose qu'une simple histoire de vengeance. Ça devient plus complexe dans le sens où on va avoir des complots politiques, des jeux de pouvoir, et j'aurais vraiment aimé avoir un peu plus de ça parce qu'on sent quand même que c'est poussé beaucoup plus loin que ça, et ça m'a paru vraiment dommage. Ensuite, on a quand même un dénouement, je trouve, qui est plutôt cool pour ce manga, donc on reste pas complètement sur sa fin, on a vraiment des réponses à nos questions. Malheureusement, ça s'est terminé en 4 tomes, donc l'auteur, il n'a pas pu vraiment développer tout ce qu'il fallait, donc il n'a pas pu répondre à toutes les questions posées dans le manga, et j'ai trouvé que c'était dommage. C'est une fin ouverte, c'est une bonne fin pour moi, malgré tout.
J'aurais aimé en avoir un peu plus. J'aurais aimé vraiment en avoir un peu plus parce que ça l'aurait vraiment mérité. Ensuite, j'ai lu le tome 6 et le tome 7 de L'Enfant et le Maudit. Vous connaissez mon amour pour ce manga, donc je risque fortement d'être complètement partiale, hein, parce que j'adore trop ce manga. Je l'aime d'amour, c'est le manga pour moi, voilà, j'aime ce manga d'amour. Donc ces tomes 6 et 7, on va avoir un retournement, voilà, dans ce tome 6 et 7. Le tome 6, Shiva et le professeur vont changer d'environnement dans ce tome 6 pour diverses raisons, je ne vous en parle pas, il faudrait vraiment que vous lisiez le manga pour connaître les tenants et aboutissants. On commence à avoir un peu plus d'action dans le tome 6. Le tome 6, il y a un nouveau développement de la relation entre Shiva et le professeur que je trouve toujours aussi touchante. Moi, leur relation, elle me fait fondre, elle est magnifique leur relation. Le tome 7, je pense que il n'est pas moins bon, mais il est différent puisque le tome 7 va se porter un peu plus dans l'action et pas juste sur les sentiments entre Shiva et le professeur, donc leur vie en commun, hein, parce que voilà, ils mènent leur petite vie. Shiva est une enfant extrêmement lumineuse, c'est une enfant de 5 ans, hein, donc c'est une petite fille encore, une toute petite fillette. Et le professeur qui, lui, est un être très particulier, qui se comporte comme un père pour Shiva et il l'aime vraiment, il l'aime d'amour, c'est cette petite, il est prêt à tout pour la protéger. Et du coup, dans ce tome 7, on va avoir un développement de l'intrigue qui va plus se faire du coup dans l'action. Voilà, on est vraiment plus dans l'action. Mais je trouve que c'est très bien fait parce que l'auteur va encore nous distiller des informations dans chaque tome et faire évoluer l'intrigue dans chaque tome. Alors ça évolue doucement certes, mais je trouve que les évolutions sont vraiment bien faites. Et moi, elle arrive à me surprendre à chaque tome, voilà. Elle arrive à me surprendre dans chaque tome, elle arrive à m'émouvoir de nouveau dans chaque tome. Et à chaque fin de tome, on est là, mais c'est quoi cette fin? C'est toujours des cliffs, quoi, des cliffhangers, et on est là, elle est où la suite? Et ça n'a pas manqué, il me faut la suite. Vraiment, je sais pas quand est-ce qu'elle est prévue, mais dès que le tome 8 sort, je me jette dessus, hein, parce que c'est pas possible une fin comme ça au tome 7, c'est pas possible. Ensuite, j'ai découvert ce comics qui me faisait envie depuis un certain temps. Il s'agit du premier tome de No Man Omen, donc Total Eclipse of the Earth, donc de Jacopo Camini et Marco B. Bucci, et c'est publié chez Panini Comics. Et donc le prix 10 €, il est pas cher, en plus il y a plein de bonus, donc je trouve que pour 10 €, c'est une très belle édition. Alors, graphiquement, je vous montre rapidement comment ça peut être. Donc il y a des pages en couleur. Il faut que j'en trouve une. Donc il y a des pages, vous voyez, comme ça, qui sont en noir et blanc, mais avec des touches de couleur. Je trouve ça très beau. Et il y a des pages en totale couleur, voilà, comme ça. Pareil, que je trouve absolument magnifique. Donc de ce type-là. Mais c'est vraiment très coloré. C'est du noir et blanc, ou alors avec des touches de couleur qui sont assez pétantes, ou vraiment des doubles pages en couleur magnifique. J'adore, graphiquement je le trouve très beau. Mais donc pour l'intrigue, on va d'abord suivre un couple de jeunes femmes qui vont rencontrer une jeune femme enceinte qui a eu un accident de voiture. Tout de suite après, on sait qu'une jeune femme a eu un accident de moto, donc Becca, qui a eu un accident de moto, enfin Becky, pardon, qui s'appelle Rebecca et qui est surnommée Becky, a eu un accident de moto. Et depuis qu'elle a eu cet accident de moto, malheureusement, elle est plus tout à fait pareille. Et elle va rapidement découvrir que le monde est fait de créatures qui se cachent à la vue des humains et que ces créatures sont franchement pas très amicales pour la plupart. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est compliqué à résumer, hein. Vraiment c'est compliqué pour un speech de départ, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait. Donc c'est vraiment un premier tome, c'est vraiment introductif, c'est vraiment, on introduit l'univers, on introduit les personnages, on introduit l'intrigue, on introduit l'ambiance générale, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. On a vraiment une découverte de l'univers, des personnages, de Rebecca qui est une personne, une jeune femme de 21 ans, geek. Alors il y a des références, hein, évidemment il y a des références à des jeux vidéo, des références à des films et à des livres, notamment Harry Potter, hein, une petite référence, un petit clin d'œil, je trouve ça vraiment trop cool. Et c'est une personne qui est quand même assez forte, mais qui a quelque chose de très mélancolique, je trouve.
Maintenant, il y a deux petites choses que j'ai trouvées un peu dommages, c'est que les deux premiers chapitres, on a l'impression qu'ils ne correspondent à rien, vous voyez, on voit pas le lien entre les deux premiers chapitres, j'ai trouvé ça assez déconcertant, donc je pense que c'est voulu, mais j'ai trouvé ça assez déconcertant, donc ensuite on comprend le pourquoi du comment, hein, évidemment, mais au tout départ, moi ça m'a vraiment paru déconcertant. Ensuite, je trouve que Rebecca découvre ce monde avec un flegme. Enfin, je veux dire, elle a pas l'air si surprise que ça. Hein. Enfin, si, elle est surprise, mais voilà, c'est flegmatique. C'est ouais, bon, bah écoutez, ça existe. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver une solution pour échapper à ce bordel. Voilà, c'est un peu ça en fait. J'ai trouvé que c'était dommage qu'elle ait pas l'air si surprise que ça. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus. Pas genre à s'évanouir et à fuir au plus loin possible, peut-être pas, non, mais voilà, à être un peu plus surprise, un peu plus déconcertée, voire un peu plus effrayée, parce que pour le moment, elle n'est pas très effrayée. Hein. Mais sinon, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était une chouette lecture, c'est très beau graphiquement, et les personnages sont assez sympas, c'est très moderne, il y a... ouais, voilà, j'ai vraiment bien aimé ce premier tome, j'ai hâte de savoir comment va se passer la suite. Je continue par les coups de cœur parce qu'au mois de mars j'ai eu beaucoup de coups de cœur et graphiquement le mois de mars il a été génial parce que ouais, j'ai lu beaucoup de choses graphiques qui m'ont vraiment beaucoup plu. J'ai eu plein de coups de cœur, notamment du coup par le premier tome du Cercle du Dragonté qui est une BD jeunesse qui est absolument trop mignonne. Elle déborde de mignonnerie et j'ai pris mon pied, j'ai adoré, c'est extrêmement mignon graphiquement, c'est très bien fait, c'est très coloré, c'est pareil, c'est très mignon graphiquement. Voilà, je vous montre un peu graphiquement ce que c'est. Et c'est extrêmement mignon. Moi personnellement, j'ai trouvé que graphiquement c'était adorable. Et donc on est dans un univers un peu de fantasy. On y suit Greta qui est apprentie forgeronne auprès de sa maman. Un jour, en rentrant chez elle, elle va découvrir un petit dragonté en mauvaise posture. Elle va donc le récupérer, le soigner et le ramener chez lui, qui se trouve être une maison de thé à la sortie de la ville. À partir de là, Greta va être extrêmement intriguée par les propriétaires et par les dragontés, et notamment par la fabrication du thé. Et du coup, Greta va régulièrement aller à la maison du thé, donc cette petite maison de thé, et vivre plein de petites aventures. Alors, je vous en dis pas plus pour le résumer, c'est vraiment pas la peine. Parce que c'est tout petit déjà, hein, ça se lit extrêmement vite. J'ai trouvé que c'était mignon, mais c'était adorable. J'ai trouvé cette BD tellement chou, tellement touchante. En plus, c'est une BD extrêmement inclusive, puisque dedans, on va parler de personnages qui ont des problèmes de mémoire, donc qui ont vraiment un handicap. On va avoir un des personnages qui est paraplégique. On va avoir une entrée, si vous voulez, ou découverte avec délicatesse d'une communauté LGBT, des amours qu'on peut y avoir avec deux personnes de sexe différent, de personnes du même sexe. Voilà, il y a tout ça qui fait que je trouve que cette BD est très inclusive. Le truc, c'est que tout est traité avec délicatesse dans cette BD, c'est pas brut, c'est pas brusque, c'est pas trash, c'est pas dit avec des mots crus, c'est traité vraiment avec beaucoup de délicatesse et je trouve que pour les enfants c'est parfait parce que du coup avec ça ils lisent des trucs sans que ce soit choquant et ça leur apprend vraiment toutes sortes de choses et surtout la tolérance pour plein de personnes différentes qui ne ressemblent pas forcément à des personnes en parfaite santé ou qui n'ont pas forcément le même genre d'amour. Voilà, ça leur permet de découvrir plein de choses différentes et des personnes différentes et je trouve que c'est très bien fait, c'est très mignon, c'est fait avec délicatesse. Et j'ai adoré. Je sais qu'il va y avoir un tome 2 qui s'appelle le Festival du Dragon Thé qui est prévu pour cet été en France. Et c'est pareil, je vais me le procurer parce que j'ai adoré ce premier tome et il faut absolument que j'ai la suite. Je continue par un autre coup de cœur. Il s'agit du premier tome des Artilleuses, donc le vol du Sagilière. Et ça se passe dans l'univers du Paris des Merveilles. Donc le récit est notamment de Pierre Pével, évidemment, hein, c'est un peu logique. Et graphiquement c'est de Willem, c'est publié chez Draco. Donc moi j'ai la version bleue, donc la version spéciale, l'édition spéciale qui coûte un peu plus cher. Notamment dedans j'ai ceci, enfin je vous montre mieux, donc cette petite illustration. Il y a des bonus dans ce tome, dans cette édition là, je ne sais pas s'il y a des bonus dans l'édition normale,
L'édition normale est notamment moins chère et elle est blanche et elle est aussi très très jolie. Donc moi j'ai fait un choix, j'ai pris l'édition spéciale parce que voilà, je suis faible et parce que je suis une fan inconditionnelle du Paris des Merveilles. Donc voilà, c'est obligé, hein, c'est obligé que je prenne l'édition spéciale. Donc j'ai adoré parce que c'est graphiquement c'est très joli. C'est plein de peps, c'est très coloré, j'ai adoré. Niveau graphique, je trouve que ça porte bien les récits parce que c'est extrêmement vif, les couleurs sont pétantes et ça correspond vraiment vraiment à l'ambiance générale. Donc ici on va suivre un trio de jeunes femmes qui sont des voleuses et qui commencent leur journée dans le début du tome par voler une banque. Voilà, on rentre dans le vif du sujet assez rapidement, hein, ça commence par des explosions. Donc elles vont voler un objet et cet objet va attirer beaucoup de convoitises. Je ne vous dis pas plus sur le résumé parce que je préfère vous laisser découvrir et j'ai adoré. Je trouve qu'en plus, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec cette BD, on tourne les pages mais ça tourne tout seul. Les personnages principaux, c'est un trio de femmes qui sont extrêmement badass. Et je les trouve géniales parce qu'elles ne savent pas marcher sur les pieds, c'est elles les chefs et elles le faut bien savoir. Elles ont chacun leurs qualités, chacun leurs défauts et j'ai adoré. Donc dans ce trio, il y a une magicienne, une américaine venue d'Irlande qui est spécialisée dans les armes et une fée. Voilà, une fée, une petite fée. Et c'était trop bien. En plus, on retrouve des personnages secondaires de la trilogie, donc... Voilà, j'ai adoré, je sais pas comment vous dire, ça va très vite, c'est très bien fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont géniaux, on retrouve l'ambiance du Paris des Merveilles, des personnages secondaires de la première trilogie du Paris des Merveilles, ça explose de partout, il y a plein de rebondissements et c'est vraiment vraiment cool. D'ailleurs, l'une des phrases d'accroche, moi que j'ai adoré, c'est « si rien n'explose, c'est qu'elles se sont trompées quelque part ». Alors déjà, cette phrase d'accroche... ça envoie du lourd, voilà, ça envoie du lourd. C'est dommage, par contre, c'est un peu trop court. Et donc, le big coup de cœur du mois de mars, tadam, le premier tome de Zombieillennium, donc Gretchen de Arthur de Pins, publié chez Dupuis. Alors, cette BD, je voulais la voir depuis tellement longtemps, à savoir que j'ai vu l'animé de Zombieillennium, donc l'intrigue n'est pas tout à fait pareille, et j'avais beaucoup aimé l'animé, et je m'étais dit, oh là là, c'est super bien et tout, et c'est après que j'ai appris que c'était sorti d'une BD, et depuis, je veux absolument me procurer cette BD. À chaque fois, j'hésitais. Là, en allant à la librairie, je me suis dit non, je la vois, il me la faut. Et mon Dieu, ça a été tellement bon. Mais ça a été tellement bon. On va y découvrir un jeune homme qui va vouloir se venger parce que apparemment sa femme l'aurait fait cocu. Et il va mourir, se retrouver à Zombieillennium comme employé, donc il va être transformé, on ne sait pas trop en quoi, mais voilà, il va devenir un employé de Zombieillennium qui est un parc d'attractions uniquement fait avec des créatures mortes, du genre des zombies, des squelettes, des momies, des sorcières, des vampires, des loups-garous, voilà, tout le tintouin. Et c'était génialissime. Graphiquement, j'ai adoré. Franchement, hein, graphiquement, j'ai vraiment kiffé, quoi. Voilà, c'est... Vous voyez, là, le démon qui se prend la vitre? Voilà, graphiquement c'est trop cool. L'histoire, elle est géniale, on prend son pied parce que c'est pareil, il se passe plein de choses, notamment le personnage principal dont j'ai oublié le prénom, qui doit s'adapter à sa nouvelle vie, le problème c'est que le parc d'attractions marche plus trop bien et qu'il faut absolument une nouvelle attraction. Et c'est génial, c'est bourré d'humour noir, c'est bourré d'action, bourré de rebondissements, c'était tellement bon les gars, c'était tellement bon. J'ai hâte que le confinement soit fini pour aller me procurer le tome 2 parce que c'est juste trop bon, mais j'ai kiffé quoi, j'ai complètement kiffé. Bon, je me suis un peu beaucoup laissée emporter pour les 3 dernières BD, surtout. Mais c'était tellement bon, c'était tellement bon. Moi je vous dis, il faut que vous alliez vous les acheter, hein, ou alors aller à la bibliothèque pour les trouver, les emprunter, les trouver d'occasion, les voler à votre voisin, j'en sais rien, mais procurez-les-vous parce que c'était trop bon, c'était trop bien, et il faut que vous les lisiez. Voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que je continue de m'emporter. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires,
à vous abonner si l'envie vous en vient ou à me suivre notamment sur Instagram. Et moi comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.